Bonjour à tous, je suis très content de vous présenter ce projet de podcast. Je m'appelle Paul Dolan, je suis entraîneur de paddle dans une académie à Bilbao et j'ai toujours été fasciné par les projets sportifs, mais surtout les personnalités derrière les exploits sportifs. Comment des coachs, des formateurs, des analystes ont participé au succès de leurs équipes et de leurs joueurs dans tous les sports confondus. J'ai toujours voulu être une petite souris et être à l'intérieur de leurs entraînements, des vestiaires avant un match important, des décisions stratégiques pendant l'intersaison. Je souhaiterais donc aller à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime au quotidien et observer les points communs qui les caractérisent. J'ai décidé de l'appeler Haut Niveau pour essayer de me mettre au niveau du haut niveau. Pour ce premier épisode, j'ai la chance d'avoir comme invité Cyril Genevois, entraîneur de haut niveau dans le tennis, expert en biomécanique. Il a notamment fait une thèse sur le coup droit. Il est également formateur de coach et actuellement entraîneur à la All-In Academy créée par Joe Wilfried Tsonga et Thierry Assion à Lyon. À travers cet épisode, nous allons revenir sur son parcours en tant que coach. Il va nous parler un peu plus sur sa vision de l'entraînement et on va également évoquer sa thèse en biomécanique, vraiment axée sur le coup droit. Il m'a également ouvert les portes à une de ses séances d'entraînement et je l'en remercie fortement pour que je puisse observer sa manière d'entraîner. J'ai pris un réel plaisir à le rencontrer et à l'écouter et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Cyril. Bonjour. Je suis très content d'être ici, dans cette magnifique académie qui est la All-In. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu as quelques casquettes dans le monde du sport. Est-ce que toi, tu pourrais te présenter ? Alors, nombre de casquettes, parce que je dis en fait dans les conférences, j'ai 3 casquettes. J'ai une casquette de coach, casquette de formateur de coach et une casquette de chercheur, donc scientifique. Donc moi j'ai réussi à faire un mix de tout ça et en fait voilà, ma personnalité c'est que je vais chercher dans la science des solutions ou en tout cas des interrogations et des résultats et que je peux aller mettre dans la formation des cadres pour leur expliquer un petit peu certaines nouveautés et que moi je m'accapare après dans ma façon d'enseigner. Bon, moi c'est ça que j'aime bien beaucoup dans ton parcours, c'est essayer de comprendre un petit peu que tu as commencé en enseignant, que tu t'es spécialisé aussi en faisant une thèse en biomécanique, et ton rôle aussi maintenant, c'est ça que j'aimerais évoquer. Pour commencer, toi, c'est quoi ton rapport avec le sport ? Comment tu as commencé ? Alors, j'ai commencé jeune, mais absolument pas du tout dans le tennis, parce que là où j'habitais, il y avait déjà le club de tennis n'existait pas à l'époque, mais j'ai commencé par du sport co, du rugby, donc très jeune, à l'âge de 7-8 ans, j'étais déjà sur un terrain de rugby, j'en ai fait jusqu'à 16 ans. Là, j'ai dû faire un choix parce que le tennis arrivait, mais j'ai été nageur, donc nageur de compétition, à m'entraîner tous les soirs, pareil, jusqu'à l'âge de 15-16 ans. J'ai touché à tout, l'athlétisme, judo, et le tennis, en fait, je l'ai découvert vers, je crois que ça devait être 11-12 ans, par un enseignant qui habitait dans notre résidence. Avec mon frère, on jouait beaucoup à la paume dans le mur de la résidence, donc à la main. Il m'a dit, écoutez, ce serait peut-être intéressant de venir, on a un club de tennis. Donc j'y suis arrivé petit à petit comme ça. Et avant tes 11 ans, du coup, jamais aucune interaction avec le tennis ? Non. Okay. Premier sport, c'est vraiment le rugby ? Ça a été rugby, judo, natation, voilà, majoritairement. Et ça a été ça pendant un petit moment. Le judo s'est arrêté assez vite, mais la natation est restée, le rugby est resté. Est venu, donc c'est greffé dessus le tennis. Qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, maintenant que tu bosses, je sais que tu bosses dans le tennis, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer ? C'est quoi tes premiers souvenirs un peu avec une raquette ? Qu'est-ce qui t'a apprécié ? Le jeu, par rapport à la natation où on voit des carreaux pendant 2 heures de temps, il y a cet aspect ludique du jeu. Et puis c'était l'époque, il y a eu Roland Garros, c'était cette fameuse période là où le tennis s'est démocratisé. Donc moi à Bron, il y a eu le tennis club de Bron qui a été créé. Je me souviens qu'il y avait encore une liste d'attente parce qu'il y avait des gens de Genasse qui venaient, de Chassieux. Donc ça a commencé comme ça, et puis petit à petit, je devais être 32, je crois, ou quelque chose comme ça, et l'enseignant du club, donc celui qui m'avait fait venir, m'a dit, écoute, est-ce que tu veux devenir initiateur, nous aider donc j'ai mis le pied à l'étrier à l'enseignement, mais je devais avoir 15-16 ans. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, c'est quelque chose qui me botte, quoi. Donc j'avais déjà dans ma tête, je pensais être prof de PS, donc je savais déjà que dès la 3e, je voulais m'orienter vers STAPS. Et ce côté en plus tennis, ça a fait boule de neige. J'ai dit voilà, ça sera STAPS plus tennis. En termes de joueurs, est-ce que
toi, tu t'es directement retrouvé, tu as de suite voulu faire de la compétition, ou alors pas du tout, c'est vraiment d'entrée, te dire, moi j'ai envie d'être coach, avec cette personne qui t'a directement initié pour être initiateur, ou c'est vraiment aussi la compétition qui t'a poussé et qui t'a donné envie? Oh, ben, on était dans la compétition, donc après, moi, j'ai pas été performant très vite parce que beaucoup d'anxiété, beaucoup de choses qui m'ont donc. C'est pour ça quand j'ai les élèves là, et je les fais rire. Moi, j'étais en seconde, j'étais 32, j'étais 15-4 en terminale. Okay. Donc pour passer le concours de l'UFRA, parce qu'à l'époque c'était un concours. 15-4, c'était ridicule. Donc la première année de concours du FRAP, j'ai pas pu rentrer parce que mon option tennis, j'étais pas assez fort. Okay. Donc j'ai pu faire 15-4, 15-1 l'année d'après, ce qui m'a permis de rentrer, mais de façon limite. Donc la compétition, j'ai été obligé de m'y mettre pour rentrer en STAPS. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'étais en STAPS, où le projet, c'était mon projet, puis j'avais quand même 19 ans, c'est devenu, le but c'était d'aller le plus haut possible, et je suis monté de 15 ans à 4-6. Et après, j'ai découvert le triathlon. Donc, le tennis a été secondaire d'un point de vue compétitif, parce que je me suis mis à fond dans le triathlon. Okay. Mais j'ai toujours eu, ça a été des buts. 15-1, parce qu'il fallait passer le DE, il fallait 15-2. Donc, paf, je m'étais mis cette limite. Puis après, je dis, il faut que je vois 15-1, 4-6, pour passer le BE2, même si le classement n'était pas, on n'avait pas besoin de ça. Mais c'était, voilà, je voulais savoir où je pouvais aller. Et après, stop. Mais du coup, à quel âge, toi, tu t'es dit, j'ai envie d'être enseignant de tennis? Dès que j'ai été sur le cours comme initiateur, c'est quelque chose qui m'a paru logique. Je savais que j'allais passer par ça, mais c'était en parallèle, je voulais être prof de PS. Ok. Tu voulais faire les deux? Je voulais faire les deux. Je voulais être prof de PS et enseignant de tennis à côté. C'était vraiment... C'était voilà, ma lignée, c'était ça. Et à l'époque, il faut savoir qu'on pouvait passer en candidat libre le BE. Donc moi, j'ai passé le BE en candidat libre, le BE1. J'ai passé en candidat libre le BE2, ce qu'on ne peut plus faire maintenant. Okay. Donc voilà, j'ai eu mon cheminement personnel. J'ai jamais eu suivi de formation. La seule formation que j'ai suivie, c'était celle d'initiateur fédéral, parce que on m'avait dit qu'il fallait être obligatoirement l'avoir pour pouvoir passer le BE, ce qui n'était pas le cas du tout. Mais donc j'ai fait initiateur 1. Et puis voilà, c'est la seule chose que j'ai passé. Initiateur fédéral, c'est un peu. À l'époque, c'était initiateur 1. C'est le CQP, non? Je sais pas si on peut comparer maintenant. À l'époque, il y avait initiateur 1, initiateur 2. Voilà. Et c'était des diplômes qui permettaient initiateur 1, je crois qu'il fallait être 30 pour pouvoir le passer. Je dis peut-être des initiateur 2. Non, initiateur 1, tu n'avais pas besoin de ça, mais tu devais quand même jouer. Initiateur 2, il fallait être 30. Donc c'était les diplômes des personnes qui aidaient dans les écoles de tennis, sans être normalement rémunérés. Voilà, tout ce qui est passé maintenant en CQP, etc., c'est pouvoir en fait légitimer le fait qu'on puisse être rémunéré pour enseigner. Mais ça correspondait au même. C'est CQP, voilà, ça correspond à ce qui était nos initiateurs 1, 2. Donc, t'as quand même commencé très tôt à enseigner. Au final, à 18, 19, 20 ans. J'étais pas très performant, mais même 15 ans, 16 ans, j'étais déjà avec des groupes d'écoles de tennis, etc. Mais très rapidement, justement, l'enseignant m'a dit, je vais te mettre sur des entraînements d'équipe. Donc, je pense qu'à 16 ans, 17 ans, j'entraînais déjà. Okay. Et c'est ce qui fait que quand j'ai passé le BE en candidat libre, alors que les gens de la ligue me disaient, n'y va pas, si t'es pas formé, ça sert à rien. Lui me disait, mais t'as déjà fait l'école de tennis, t'as déjà fait les entraînements, tout ce qu'on va te demander, t'as déjà été opérationnel sur le terrain. Donc, vas-y pour voir ce que c'est. Au pire, tu l'as pas, mais voilà. Donc, et donc, tu disais, en niveau de jeu, 4-6, ton meilleur classement? Tu penses que tu aurais pu faire plus? Tu penses que c'est un regret? C'est très bien, mais de vouloir plus performer? Aucun regret sur ça? Non, parce que je suis assez lucide sur le jeu que j'avais. Donc, j'ai gagné jusqu'à 2-6. Je pense que j'ai fait une perf à 2-6, unique, je pense. J'ai gagné pas mal à 3-6, ce qui m'a fait monter 4-6. À l'époque, pour monter, il fallait quand même y aller. Mais je faisais service volé, retour volé. Ok. Ouais, c'était Edberg, Rafter, McEnroe, voilà. Donc, ça allait très bien jusque-là, mais avec un service qui était un service uniquement kické. Okay. À un moment donné, 2-6, il les retourne, ça retournait de mieux en mieux, et j'avais pas de coup de fond de cours suffisamment costaud pour pouvoir tenir et faire. Donc, le chip and charge, ça allait jusqu'à un moment donné, et après, ça, voilà. Donc, j'avais cette limite-là, et puis après, voilà. Donc, j'ai découvert le triathlon. Alors, j'aurais pu peut-être me dire, est-ce que sur une année, je change de service, je me mets... Mais une fois que tu rentres dans le triathlon, c'est chronophage et le reste, je faisais en équipe, donc je me maintenais au classement parce que je faisais les matchs par équipe, voilà. Donc au moins t'étais affûté sur le terrain quand c'est pas les mêmes qualités, c'est pas les mêmes efforts, mais voilà. Mais... Et donc j'ai bien descendu au classement, puis je me suis remis à jouer quand j'ai eu mes enfants. Finalement à un moment donné, j'étais descendu, je crois qu'il devait être 15-3, et je dis je vais me remettre à jouer au tennis parce que le triathlon, je pouvais plus en faire. Avec mon troisième enfant, je pense qu'il fallait pour la vie familiale arrêter. Donc je dis je vais me remettre au tennis. Donc très rapidement, je suis remonté à 15.
pour faire des compétitions plus de 35 ans avec Rieux, le club où j'étais. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Et... Ok. Donc, à quel âge tu obtiens ton BE1, BE2? BE1 en 87, BE2 89. Donc, à 22 ans. Finalement, voilà. Au final, En octobre 89, j'étais BE2. BE2 plus la licence. Bah, plus ma licence. Après, je suis parti sur la maîtrise. Ok. Sauf que la maîtrise entraînement, parce que moi, c'est là où j'ai vu en licence que je voulais pas aller au KPS. Finalement, prof de Ok. PS. Mais en fait, ouais, juste, est-ce que sur ta licence, STAPS, tu as trouvé des choses intéressantes au niveau sport? Fantastique. Ouais. Bah, parce que par rapport, comme j'interviens aussi, je suis intervenu en fac en ce moment, c'est plus tout le même monde. Nous, on était des promos, comme c'était un concours, on était très peu, c'était 70 garçons, 70 filles à chaque fois, chaque année. Et la licence TAPS entraînement, quand ils l'ont mis en place, personne ne voulait y aller. Et c'était souvent des sportifs de haut niveau. Donc finalement, on était 7 inscrits, c'est 7. Et sur les 7, il y avait 5 sportifs de haut niveau qui étaient jamais là. Donc quand on faisait les TD, les TP, on était souvent en K2-3, donc les laboratoires. Moi, ça a été la meilleure période de ma vie, ça a été ça. Maintenant, dans les promos, ils sont plus de 140, 150, c'est plus du tout pareil. Donc la licence TAPS m'a apporté énormément en termes d'échanges avec des sportifs de haut niveau de plein de disciplines différentes. Et je pense que c'est finalement là où j'ai commencé à voir ma façon d'enseigner. Je pense qu'elle émerge d'ici. C'est le moment, le questionnement, oui. Parce qu'on devait observer des volleyeurs, on devait des handballeurs. Et finalement, quand je regardais le jeu de jambes d'un volleyeur ou d'un handballeur, je dis mais il y a quand même des appuis qui sont similaires. Et donc j'allais chercher les entraînements des handballeurs pour la préparation physique de mes joueurs de tennis. Et j'ai construit en fait mon curriculum et mes formations comme ça. Bon, après, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Non. Enfin, surtout même de nos jours, où je me dis, il y a 30 ans, ça ne devait pas être très très fréquent et très récurrent de faire des liens comme ça avec alors, même mais nous, sports. On était un peu, entre guillemets, c'est pas qu'on était obligé, mais il faut savoir que, c'est pour ça, ceux qui vont regarder ce podcast et qui sont jeunes, ils vont dire c'est pas possible, c'est la préhistoire. Nous, les cours qu'on avait en STAPS, c'était le prof qui nous les donnait, on écrivait. Ouais. Il n'y avait pas d'ordinateur. Mon premier manuscrit que j'ai rentré, c'était pour la maîtrise, c'était sur un Macintosh SE, j'étais fier de ça, mais donc on n'avait pas Internet. Donc c'était les livres, Matveyev, c'était le cours du prof. Donc on croyait ce qu'on nous disait. Et tout le reste, c'était notre curiosité personnelle d'aller voir ce qui se passait et on prenait des notes. Donc c'était une démarche qui était hyper interactive. Maintenant, on a tout sur Internet, ce qui n'est pas forcément bon, mais il n'y a plus cette envie d'aller rechercher des infos puisqu'on pense les avoir. Enfin, moi, c'est ce que je vois un peu actuellement, ou même il y a plein d'entraîneurs qui disent est-ce que tu peux me passer tes séances? Est-ce que tu peux voir sur YouTube, aller un peu chercher des séances et tout ça? Mais au final, ça doit venir un peu de la personne et ça doit venir de nos observations, de tout ça. Donc, en fait, même l'enseignement à la fac, ça a évolué on croit ce que nous dit l'enseignant, puisqu'on prend, c'était ça. Il y a très peu d'informations, mais c'était cette information-là, et puis on allait chercher. On est passé à un surplus d'informations, où maintenant, nous, en tant qu'enseignants à la fac, c'est pas on va vous apporter des informations, c'est on va essayer de vous faire comprendre si la source que vous avez choisie, vous pouvez la croire ou pas. C'est complètement différent, quoi. Je vois le nombre d'informations qu'il y a sur Instagram, par exemple, mais dans le paddle, dans le tennis, dans tous les sports, avec des cours, et au final, il y a certaines personnes qui sont très bien, et il y a un flot d'informations qui, au final, il faut faire le tri. Il y a 90% qu'il faudrait malheureusement jeter, mais souvent, ces 90%, c'est énormément de réseaux, beaucoup d'abonnés. Oui. Et donc, cet abonné fait un truc qui est ridicule, mais l'autre va le reprendre, va le faire sur son terrain, copié par son copain. Et puis voilà, on en est là. Et en fait, on perd ce côté observation. Et pourquoi on fait les choses? C'est moi ce que je trouve. Et d'analyse. Pourquoi je le fais? Quel est le but? Pourquoi? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça n'a pas? Est-ce que c'est adapté ou pas? Et ça, je pense que la génération actuelle le perd de plus en plus. Il manque un peu de ça. Mais bon, après, c'est à nous de travailler aussi. Donc, en suivant, là, tu finis ta licence. À la base, c'était pour partir sur enseignant. Est-ce que, du coup, tu changes et tu te dis non? Je change, je choisis licence STAPS entraînement parce que je dis c'est bon, pour avoir eu une expérience de stage dans EPS, je ne veux pas. C'est sûr que c'est pas mon truc. Et j'adore le tennis, j'aime la compétition de haut niveau. Donc l'objectif c'était, allez, je rentre là-dedans, éventuellement bosser dans un club, peut-être fédé. C'est vraiment le truc, c'était performance de haut niveau dans le tennis. Donc la maîtrise entraînement n'avait pas été mise en place à Lyon, elle était mise à Grenoble.
Donc pendant 1 an, c'était des allers-retours. Je l'ai fait et j'ai dit c'est pas mon truc, je peux pas me le permettre. Donc 24 ans est arrivé, service militaire. Donc pendant mon service militaire, ils ont mis la maîtrise à Lyon. Donc ça m'a permis en fait de le faire sur place. Et après la maîtrise, ça a été le DEA. Mais là, quand tu me dis, ce qui m'a attiré, c'était le haut niveau. Pourquoi le haut niveau? Parce que j'adorais la performance. J'ai toujours été attiré par la performance. Oui, ça peut s'expliquer aussi dans le triathlon et tout ça, où c'est quand même des efforts assez durs, c'est des efforts intenses. Est-ce que toi, par exemple, quand t'enseignais, tu prenais autant de plaisir ou pas à enseigner à un public, j'exagère en disant débutant, qu'à des personnes qui essayaient de faire la compétition, qui essayaient de faire, d'aller chercher le meilleur classement, ou directement tu t'es rendu compte que vraiment c'était performance? J'étais orienté performance. Donc c'est pour ça que moi j'ai eu la chance, très rapidement, j'ai pu trouver un poste de prof de PS, mais dans le privé, qui me permettait en fait d'avoir une partie financière assurée par ça, pour qu'en club, je me concentre uniquement sur détection des jeunes, ça a été mon truc, détecter les jeunes dès le mi-tennis, créer le centre d'entraînement et entraîner. Donc finalement, tout ce qui était école de tennis, loisirs adultes, c'est un collègue qui le faisait, moi je ne m'étais pas du tout là-dedans. Donc j'ai toujours été vraiment sur détection jeune, amené jusqu'au plus haut niveau. Donc ça, ouais, ça c'est une partie moi qui m'intéresse. Déjà, pourquoi les jeunes? Qu'est-ce qui te... Parce que tu pars de la performance. Tout était à créer, c'est-à-dire dans les clubs où j'étais, le but c'était de créer avec les enfants du club, arriver à les amener le plus loin possible, normalement dans l'équipe 1. Donc c'était un projet sur plusieurs années. Et c'est se dire, voilà, on prend des petits, on entraîne correctement. Et en règle générale, donc ceux que j'avais passés étaient détectés par la Ligue, donc entraînés par la Ligue, les meilleurs régionaux. Donc on avait un pool en fait de joueurs dans des clubs où je suis passé, pas mal de joueurs entraînés directement dans la Ligue. Donc c'est comme ça, je suis devenu performance parce que c'est le truc qui me bottait, de prendre quelqu'un à la base, de lui donner le répertoire, ce que j'appelle moi la boîte à outils, pour performer sur le haut niveau. Et puis voilà. Non, c'est très intéressant. Au final, moi je trouve que c'est aussi ça qui est le plus intéressant, parce que c'est des gens sur qui on peut travailler, qu'on peut changer, qu'on peut modeler, sans, mais influencer dans le bon terme. Dans tous les sens, négativement comme positivement. Il faut juste en être conscient, quoi. Ouais, voilà. Mais on en est conscient souvent après. Donc là, quand toi tu dis que c'est à partir de quel âge à peu près? J'ai fait 25 ans. Hein. À 25 ans? 25 ans, j'étais à fond là-dedans. Donc les opportunités, c'est un peu toi qui te les crées, en passant le BE1, BE2. Et comment on te fait confiance à ce moment-là, en te disant, bon, mais des jeunes, toi avec toutes ces observations que tu as... En fait, j'étais au tennis club de Bron. Donc au tennis club de Bron, quand j'ai eu le BE1, il y avait un enseignant qui était en place. On a fait une année où je faisais des entraînements, il me demandait des entraînements. Et la deuxième année, il m'a dit, écoute Cyril, moi je pars dans un autre club. Donc j'en ai discuté avec les membres du bureau, j'aimerais que ça soit toi qui prennes la suite. Donc à temps complet. Donc là je dis, ouïe aïe aïe. Et puis finalement le président dit, voilà, est-ce que tu es d'accord ou pas? Donc je suis devenu en fait responsable du club, donc seul enseignant professionnel. Après j'ai amené des personnes avec moi pour m'aider, mais au départ j'étais seul enseignant professionnel à gérer les entraînements d'équipe. Et c'est là où j'ai créé le centre donc, de formation, centre d'entraînement, et tout le curriculum du mini-tennis au centre d'entraînement, plus les entraînements des équipes. Mais donc oui, j'ai créé ça. Et là, dans ta tête, tu avais déjà un peu des patterns, enfin ce que tu voulais transmettre aux jeunes, ou non? Qui a, sans spoiler, mais qui là, à 25 ans, à maintenant, a énormément changé. Ouais. Du tout au tout ou non, justement, pas du tout au tout. Et c'est là où c'est intéressant de dire, quand je retrouve, parce qu'avant toutes les séances étaient faites, donc je les tapais, et de dire, mais ce que je fais là, je le faisais à l'époque là-dessus. Donc la façon de le faire fonctionner, la façon de donner la consigne technique a certainement évolué, mais la structuration des séances les unes par rapport aux autres, par rapport à des cycles, je l'avais déjà ça. Donc la notion de, on a des blocs de travail, qu'est-ce qu'on veut faire passer et comment on le structure par rapport à ça, je l'avais déjà. Et ça devenait aussi de la licence TAPS où on nous apprend une programmation d'entraînement, la période hivernale. Donc le tennis étant assez particulier, c'est comment construire des programmations sur des jeunes en développement, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, qu'est-ce qu'on va retarder,
Et ça, je l'avais déjà. Donc, c'est drôle de lire j'avais un manuel. Ce qu'on appelle. Non, et puis en maîtrise, je devais faire un rapport de stage sur une joueuse de haut niveau. Donc, j'entraînais une fille à l'époque qui faisait partie de l'équipe de France, donc avec Amélie Mauresmo, mais donc c'était l'année du dessus. Okay. Et quand je regarde toutes les séances, mais il y a une logique. Alors maintenant, ça me paraît. Je dirais, j'aurais peut-être dû ne pas faire ça, passer à ça directement, mais il y avait une logique. Il y avait une logique d'une semaine à l'autre, d'intensité, de travail. C'était logique, quoi. Non, c'est intéressant je pense à retomber sur. C'est toujours. Et puis de se lire. Son soi d'avant. Ok. Ouais. Je pensais comme ça, et au final j'ai évolué dans ça. J'avais je pensais ça. Donc, toi, tu décides d'enseigner dans le haut niveau, dans les jeunes. À quel moment de ce master, de ce STAPS, tu décides de continuer tes études et te dire, moi j'ai envie peut-être d'aller un peu plus loin j'ai envie d'aller plus loin. Ça s'est pas passé facilement comme ça. C'est-à-dire que nous, à l'époque, donc c'était maîtrise, DEA. Okay. Et après le DEA, tu avais la thèse doctorale. Donc quand j'ai fini mon DEA, il me manquait en fait, à l'époque, il me manquait la partie recherche à faire. Et quand j'ai dit je veux la thèse, il dit pour être boursier doctoral, voilà, c'est ce que tu vas recevoir par mois. Ma fille est née, donc j'ai eu mon premier enfant. Et là, j'ai dit bon, ça va être pas jouable, quoi. Donc j'ai dit c'est pas grave, je la referai dans 2 ans. Et puis une fois qu'on travaille en club, que j'ai pris un poste de prof de PS, le rythme a fait que, on est là-dedans. Et puis la thèse, je l'ai mis de côté. Donc à l'âge de 40 ans. Séparation, voilà, donc divorce, et c'est là où je me suis dit j'ai peut-être un peu plus de temps de libre. Mais pourquoi tu voulais faire cette thèse? Mais parce que j'adorais la recherche, j'aime les apports scientifiques, parce que de toute façon l'évolution scientifique fait qu'on apprend plein de choses dans tous les sports. Donc moi je continue à lire, je continue à me renseigner, j'allais chercher ce qu'on appelait les revues à l'époque, c'était les revues fédérales en handball, volley, etc. Il y avait très peu encore de possibilités d'aller dans la recherche scientifique. Et puis quand la recherche a commencé à publier certaines choses, j'ai commencé à regarder ça et ça donnait un goût. Et donc quand à un moment donné, j'ai eu un choix j'ai rencontré une personne qui m'avait confié son fils pour l'entraîner et qui m'avait fait un test psychologique et qui m'a dit écoute, tu dois te mettre dans la recherche, c'est ton truc, ton cerveau fonctionne comme ça, fais-toi plaisir. Et donc je suis allé à la fac, retrouver mes anciens copains qui étaient en fait dans mes promos, qui sont profs là-bas, dit est-ce que j'ai possibilité d'aller faire une thèse? Et à l'époque, à Lyon, ils cherchaient justement un spécialiste tennis, parce qu'ils avaient des problématiques de tennis, mais pas de spécialiste. Mais dès dans la mesure où tu es professionnel, on n'aura pas à financer, donc c'est toi qui t'autofinances, on n'a aucun souci, au contraire. Donc c'est là où j'ai intégré, et je suis parti entre 2010 et 2013 sur les 3 années de thèse. Parce que là, sinon, les autres sports où vraiment la science appuie, c'est quoi? C'est dans le foot? C'est dans les plus recherchés, où il y a le plus d'argent ou le plus de recherche? Dans pratiquement tous les sports, il y a quelque chose maintenant. Quand on regarde sur un moteur de recherche, tous les sports. Mais c'est vrai que les sports co intéressent énormément. Donc, quand on va chercher des choses sur la prépa physique, si on va par exemple sur du hand, force dans le hand, en période compétitive, on tape, ça y va. Il va y avoir Donc, c'est clair qu'il y a des... Après, je pense que même à mon époque, entre 2010 et 2013, il y avait déjà pas mal de choses, mais on a l'impression que depuis, ça explose. C'est-à-dire qu'il y a énormément de publications avec des systèmes, par exemple sur la biomécanique, c'est du 3D obligatoire. Avant, on pouvait faire du 2D et puis mettre en fait par des calculs mathématiques pour représenter du 3D. Maintenant, c'est le gold standard. On est obligé d'avoir du 3D pour faire passer des choses. Donc, c'est exponentiel. Il y a plein de data, il y a plein d'informations. Après, par contre, il faut les traiter, quoi. Mais donc, là, par exemple, ta thèse, en quoi elle consistait? Alors, nous, sur le laboratoire de Lyon, il y a l'aspect performance, mais aussi l'aspect santé. Donc moi, c'était sur le coup droit. C'est comment améliorer la performance en coup droit. Autrement dit, c'est la vitesse de balle, tout en la mettant dedans. Mais comment on peut améliorer la performance et comment, à côté de ça, on peut éventuellement éviter ou limiter le risque de blessure par ce qu'on appelle l'overuse, par la répétition. Donc, c'est les deux problématiques. Donc, la grosse problématique, méthode, donc créer ou en tout cas tester des méthodes d'entraînement pour améliorer la vitesse de balle en coup droit. Et après, c'est une autre partie sur l'appréhension. Et donc là, pour tester ces méthodes, comment tu fais? Tu prends des joueurs d'un bon niveau, tu les filmes, tu utilises des logiciels? Alors, c'est
pas forcément en fait, il faut que ça soit une population qui soit représentative. Donc, quand tu regardes le classement en tennis, la population, par exemple, entre 15-2, 5-6, 4-6, c'est celle qui est la plus représentée en termes de compétition. Donc, c'est celle-là qui est intéressante. Donc, c'est des protocoles. Alors, moi, en fait, comment amener déjà l'interrogation? On fait toute une revue de littérature sur ce qui se fait dans les autres sports, donc baseball, disque, tous les sports de lancer. Tiens, certains lancers utilisent, par exemple en baseball, des battes lestées ou des balles lestées. Est-ce que nous, on pourrait éventuellement utiliser des raquettes lestées? Première interrogation. Lancer de medicine ball, ça marche bien en baseball. Est-ce que ça pourrait... Donc, en fait, on pose des questions et après, on a un protocole. Donc, le premier article qui était paru, c'était comparer les effets d'un entraînement avec raquettes lestées. Donc sur des frappes de balle, protocole de 6 semaines, et on le comparait avec aussi un entraînement avec lancer de medicine ball mais à une main. Donc c'est medicine ball spécifique qu'on lançait. Et voir à la fin, et puis après on compare. Toi par exemple, comment dans ta problématique, tu vas te dire ok c'est efficace ou pas? À quel point? C'est-à-dire dès que ma balle va plus vite, dès que ma balle a plus de rotation, L'objectif c'est l'hypothèse. Un entraînement avec raquette lestée fait 2 fois par semaine sur une durée de 6 semaines avec tel type de protocole doit nous amener un pourcentage on ne sait pas lequel, voilà, doit nous amener. Les lancers de medicine ball spécifiques à une main, fait 2 fois par semaine avec une progression de la charge, devrait nous amener. À la fin, finalement, quand on compare, 5% d'amélioration quand c'était avec la raquette lestée, 11% quand c'est avec le medicine ball, avec une petite perte de précision. Donc voilà, et après on construit un article là-dessus. Voilà, les deux méthodes sont intéressantes. Peut-être qu'il y en a une qui sera plus favorable en période de compétition parce que finalement on perd très peu de précision. L'autre nous fait perdre un peu de précision, mais par contre le delta c'est 11%. Donc les deux sont capables d'améliorer la vitesse d'une balle, ce qu'on appelle vitesse maximale sur un test donné. Donc voilà. Donc en fait dans la recherche tu pars toujours comme ça. Enfin, j'ai pas envie de faire de généralité non plus, mais tu essayes de voir qu'est-ce que toi tu as envie d'améliorer. Essayer de le comparer un peu avec d'autres sports. Qu'est-ce qui se fait? Comment moi, avec les autres sports que j'ai vus un peu, je peux essayer de le transcrire un peu, le retranscrire dans mon sport. Et après, faire des tests. C'est ça. Faire des tests. En fait, c'est innover. Dans la recherche, il faut te poser la question, qu'est-ce qui n'a pas été fait dans mon sport? Alors on peut prendre, mais en baseball ils ont fait ça, on l'a pas fait en tennis. Donc on va essayer de voir, est-ce qu'on peut transposer ces recherches-là? Et on fait les recherches. Surtout que les sports américains, je pense qu'il y a pas mal de recherches qui est fait aussi, il y a pas mal de matériel qui est différent, il y a pas mal d'investissements, donc d'accord, très intéressant. Et donc là c'est sur est-ce que à chaque fois, moi j'ai cet aspect biomécanique dans la tête de essayer d'un peu aller rechercher ce geste parfait. Et je vois des scientifiques qui sont derrière dans leur laboratoire en train d'analyser sur des logiciels 3D, d'essayer d'aller chercher un geste parfait. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? C'est pas du tout ça. C'est un mythe le geste parfait. On serait sur une activité, le golf où on est seul avec sa balle. On sait même que là-dessus, c'est difficile de répéter la même chose. Nous, on est sur un sport où il y a des déplacements, de l'incertitude, il y a plein de paramètres. On parle d'où donc dans biomécanique, on va plutôt parler d'un geste efficient plutôt que d'efficace. Donc l'exemple que je prends à chaque fois, c'est je suis joueur, je sers à 200 km/h sur le tee, je suis efficace. Par contre, si 6 semaines après, en modifiant certaines choses, je sers toujours à 200 km/h, mais par l'analyse qu'on a fait en laboratoire, on s'aperçoit que j'ai moins de force sur mon épaule, moins de contraintes sur les abdos, je suis devenu plus efficient. Et l'objectif, c'est ça. C'est comment on va essayer dans le temps, parce que le tennis devient de plus en plus athlétique, c'est comment mon joueur ne soit pas juste bon sur un match, mais qu'il puisse répéter sa performance dans le temps, semaine après semaine, mois après, et puis sur une carrière. Donc la bioméca, elle est plutôt là pour mettre en évidence quel type de pathologie peut survenir avec ce type de geste, donc notamment sur le service. Alors, service, c'est ce qui a été le plus étudié parce qu'on est au sol, c'est facile, on place les caméras, il n'y a pas d'incertitude. Et là, on sait maintenant qu'il y a eu des modèles qu'on enseignait, et que j'ai dû enseigner aussi par notre formation. Qui sont erronés. Qui sont plus qu'erronés, c'est-à-dire qu'ils mettent vraiment des tensions sur des parties du corps qu'il faut supprimer. Et donc, on est passé sur d'autres types de modèles, d'autres types de propulsion, d'autres types de rotation. En tout cas, on accentue un certain type de rotation plus qu'un autre pour éviter d'avoir ces contraintes-là, notamment sur les abdos et l'épaule, et pouvoir servir toujours aussi vite. Donc ça a été vraiment un truc qui a été énorme. C'est l'apport de la science.
Diminution de la blessure sans enlever la performance, juste parce qu'on a mieux compris où sont les contraintes quand on fait un certain type de rotation, quand on en fait une autre. Mais donc au final, quand je fais ça, je dois essayer de modifier mon geste. Pas forcément, s'il est à peu près efficient, très bien. Mais comment tu gères sur des joueurs qui sont dans le haut niveau, qui ont besoin de modifier un geste, qui ont depuis 20 ans, qui ont depuis 15 ans, je sais pas, mais est-ce que c'est une décision où toi tu te dis il sera plus efficient, c'est obligé, il faut que je lui dise, il faut qu'il le fasse. Est-ce que c'est une relation où toi tu essaies d'échanger avec lui? Est-ce que c'est Alors, sur le changement? pour le haut niveau, moi, par rapport à l'expérience que j'ai eue avec des personnes de haut niveau, ça a toujours été une démarche où on est venu me chercher parce qu'il y avait un souci. J'ai pas eu un haut niveau en disant tiens, on pourrait changer ça. On est venu me chercher, j'ai un problème là-dessus. Même pas une recherche de performance. Mais je joue très bien comme ça, mais par contre j'ai envie de jouer en règle, le haut niveau, c'est quand même c'est un milieu qui est très fermé en tennis, faut savoir. Donc quand tout va bien, c'est rare d'aller chercher. On a un super coach français qui est Gilles Servara, qui lui, au contraire, même quand tout va bien, va encore chercher. Après, c'est très rare. C'est vraiment des personnes ouvertes comme ça, c'est très très rare. Dans le milieu, c'est plutôt fermé, on prend. Par contre, quand oui, à un moment donné, il y a une problématique parce que je gagne plus, parce que j'ai mal souvent quelque part, là on se dit bon, si on veut perdurer, on va peut-être demander. Donc c'est souvent comme ça, c'est quand il y a baisse de performance ou blessure à répétition. Donc on vient, et là la discussion est simple, c'est quand j'observe et qu'on fait analyse, il y a cette possibilité-là. Combien de temps on a? Est-ce qu'on est prêt à changer certaines choses, sachant que ça peut ne pas intervenir tout de suite? Mais si le joueur ou la joueuse se dit « Ok, de toute façon, banco, au point où j'en suis, moi j'ai besoin de changer », on part dans un processus et puis on voit au fur et à mesure des semaines comment ça se passe, si ça se transfère déjà, s'il y a du mieux, si ça se stabilise. Et puis voilà, mais c'est vraiment du… Et des fois, c'est cas par cas, et des fois, c'est souvent, ce qui est fou surtout sur le service, c'est souvent pas grand-chose, c'est-à-dire que c'est des mythes qu'on a eus, et puis qu'on fait, et puis finalement, en modifiant une position de départ, donc un placement différent, positionnement de lancer qui peut être différent, on met en fait on enchaîne certaines, il y a une réaction en chaîne qui se fait, que finalement, c'est meilleur, c'est plus régulier, moins de contraintes. Donc des fois, c'est des choses toutes simples. Ouais, c'est très intéressant. Est-ce que ça s'applique à des joueurs troisième série, seconde série? Encore plus, je dirais encore plus facilement. Mais est-ce que toi maintenant, tu vois un service, tu sais directement qu'est-ce qui va pas? Ou alors, tu as besoin de la vidéo, tu as besoin de… Alors, la vidéo, elle est irremplaçable. Elle appuie. Maintenant, alors c'est pas présomptueux, mais à force de voir tellement de choses, pour ça quand on me dit mais pourquoi, je dis ça à des coachs, je dis écoute regarde ça va pas. Il me dit mais comment t'as vu ça? Je dis c'est que l'œil maintenant, moi il va sur des éléments où je sais que c'est incontournable. C'est-à-dire tout ce que tu peux faire, si ça marche pas, le reste est dépendant de ça. Donc j'ai mon œil qui va se placer, c'est inconscient, sur un truc prioritaire. Si ça se passe bien, ça monte. Donc très rapidement, je vais là où pour moi c'est là que ça se passe. Après ça, j'ai 57 ans, ça fait un paquet de temps que j'ai fait ça. Ça, je l'aurais peut-être pas vu il y a 30 ans. Donc c'est juste ça. Donc on peut déjà à l'œil nu, sur un lancer ou sur un positionnement d'appui, tu dis ok stop, c'est bon, on oublie. Il n'y a rien que ça déjà. Après, quand c'est plus fin, c'est qu'on se dit putain mais on a l'impression que tout se passe bien, tu es obligé de passer par ça, du ralenti. Et là, il y a certaines positions clés où tu peux voir au ralenti, dire ok, ça je peux pas le voir à l'œil nu, ça va trop vite. Mais par contre, il y a des choses qui sont ou à contre-temps ou des choses qui s'enclenchent trop tôt. Et là, ça permet de dire, OK, qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en place? Est-ce qu'on le ressent? Est-ce que le joueur le ressent ça ou pas? Et comment on va le mettre en place pour modifier s'il y a besoin de le modifier? Parce qu'en fait, tout ça, ça te permet, si tu compares avant ta thèse et après ta thèse, est-ce que tout ça t'a permis de mettre en place une méthodologie? Mettre en place une méthodologie déjà, avant peut-être, je ne sais pas s'il y en avait une. Il y en avait une, mais là j'ai pris une claque et puis surtout j'ai gagné du temps. Donc moi dans l'introduction de ma thèse, parce que celui qui était aussi un des jurés de ma thèse, c'était Miguel Crespo qui est responsable de la recherche sur l'ITF, il avait bien aimé. Je dis, la science elle nous permet ou de confirmer ou de contredire des croyances qu'on a. Formateur, moi quand j'étais formé, l'enseignant me disait c'est comme ça, la boucle, le tennis c'est comme ça, on applique.
Et le bon enseignant, c'est peut-être souvent celui qui va risquer d'amener des problèmes à son joueur, parce qu'il veut tellement faire ce qu'on lui a. Je dois être exigeant, donc j'impose certaines choses qui finalement on s'aperçoit que c'est des super contraintes, et que l'enseignant qui dit ouais, fais ce que tu veux, bah, finalement son joueur va peut-être évoluer beaucoup plus rapidement parce qu'il n'aura pas ces fameuses contraintes. Donc moi, ma thèse, elle m'a mis un sacré coup sur énormément de mythes. Mais du coup, maintenant, quand tu entraînes, est-ce que comme tu as des certitudes sur certains gestes, sur certains points, est-ce que, je dis, là dans ce que tu viens de dire avant, tu es exigeant ou l'inverse, au contraire, tu laisses faire? Ou alors il y a des choses que tu laisses pas passer sur certains? Il y a des choses où tu sais, ça sert strictement à rien. On appelle par exemple, moi je fais bien la différence, nous quand on fait des formations, on dit on fait de la biomécano, vous faites du style, c'est-à-dire qu'en fait vous analysez un style. Le style est individuel. Donc, à chaque fois, je prends l'exemple, citez-moi à haut niveau, sur le top 10, top 50, 2 services identiques, 2 coups droits identiques, 2 revers. C'est impossible. Ils jouent tous bien. Tous y passent par des fondamentaux biomécaniques pour être à ce niveau-là. Mais par contre, ils ont pas la même préparation, pas la même. Donc, il y a bien quelque chose. Quand même les choses. Voilà. Donc, arrêtons de. Après, demander, moi j'en étais ça, il fallait au petit doigt près, la boucle doit passer par là. Tout ce qu'on nous apprend. Et là, tu dis stop. On arrête ces bêtises. Il y a des choses qui sont incontournables. D'où vient la force? Et notamment, nous, on n'était pas, enfin, en France, on est très sur justement ce qui se passe là. Sauf qu'on oublie que ça part du sol. Et que si au sol, c'est pas correct, tout ce qui va se faire derrière, ça peut être de la compensation. Alors oui, ça peut partir des coups de fusil. Mais à long terme, on n'est pas. Donc, en fait, moi, ça m'a fait changer en travaillant sur les baseballs, les lancers. Ce qu'on appelle la fameuse chaîne cinétique, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en fonction de si je veux contrôler ou mettre de la puissance, je vais utiliser le sol différemment. Est-ce qu'un appui qui est placé comme ça, c'est la même chose qu'un appui qui est placé comme ça? Est-ce que ça a un sens d'être comme ça au lieu d'être comme ça? Tout ça, c'est quelque chose qui, à un moment donné, maintenant, ça donne du sens. Je regarde une pratique, je sais que là, il y a une façon d'améliorer très facilement, mais il faut commencer par là. Tout ce que vous ferez en haut, vous pouvez dire, il faut finir ci, il faut finir ça, ça se passe en bas. Au final, tu vas être très exigeant sur les déplacements, sur certaines vraiment choses sur le bas. Et peut-être laisser un peu plus sur certaines choses de liberté aux joueurs et de sur parce que je sais que le haut sera une conséquence, donc je me fais pas de soucis sur le haut. Après, travailler le haut, c'est très facile, mais c'est juste, on dit en fait, c'est un Américain, c'est un coach que j'aimais bien la citation, c'est le corps est le véhicule, le bras c'est le passager. On peut faire ce qu'on veut, on peut être les rois dans l'axe sans bouger, et on en voit plein à l'échauffement, ça tape bien la balle. Il y a 1 mètre de déplacement, ça va dans les bâches. Donc il y a bien quelque chose qui fait que c'est pas pareil. Les gestes à blanc, tout le monde sont capables de les faire. Une balle arrive, on explose. Donc il y a un moment donné, voilà, ça, voilà. Le bras, il est juste passager de tout le reste. Et alors on peut compenser. Il y a les nouvelles raquettes très puissantes font que maintenant on peut utiliser énormément, mais c'est au détriment justement de la logique de fonctionnement. Et les enfants, on se bat de plus en plus avec des jeunes qui sont bons. Mais en raquette, qui n'utilisent pas le corps. Ils utilisent les leviers de la raquette, mais ils n'utilisent pas correctement le corps. Et là, c'est problématique, quoi. Est-ce qu'à certains moments, dans la thèse, tu t'es dit, pas un peu découragé, mais j'observe, je fais des tests. Moi, des fois, par exemple, j'observe et je vois que ça mène à rien. Je vois que. Est-ce que t'as eu des moments comme ça où ou alors tout le temps? T'arriver à trouver quelque chose, d'intéressant, de rebondir, Dans la problématique de ma thèse, moi, elle était faite. On savait où on voulait aller, donc on savait l'expérimentation à faire, les différentes expérimentations. Après, ce qui était intéressant, c'était de découvrir, donc il y a un autre article qu'on avait fait, justement, c'est les fameux lancers de medicine ball. On dit c'est intéressant au tennis. Oui, ils sont intéressants, ça dépend comment on les fait, mais c'est surtout, voilà, j'ai un lancer de ball, un medicine ball à 2 mains, classique, un à une main et un coup droit. Est-ce que réellement, c'est la même chose d'un point de vue de coordination intermusculaire? C'est intéressant, parce que finalement, c'est des choses qui sont complètement opposées. La science permet de dire, oui, il y a ça, il y a peut-être ce muscle-là qui va fonctionner différemment de par le poids, mais que si c'est fait correctement, on s'aperçoit que d'un point de vue général, on est sur une coordination qui est similaire. Donc, ok, on peut faire du lancer de medicine ball. Si l'envie, c'est de transférer entre la prépa physique et le tennis, le lancer de medicine ball peut être un bon atout si on le fait correctement. Donc on savait où on allait, il n'y avait pas de... Si l'expérience nous avait dit « Ah putain, c'est pas du tout les mêmes muscles qui sont recrutés, c'est pas les mêmes intensités », on aurait soulevé un problème en disant finalement, est-ce que ça vaut le coup? Là, on voit que ça va dans le sens de notre travail. Ok, utilisez-les. Mais donc en fait, là, toutes ces recherches, ça t'a permis un peu à... Maintenant, c'est un peu comme si tu devais tirer les ficelles. T'es un jeune maintenant.
tu sais exactement où c'est que tu as envie de l'amener, tu sais exactement qu'est-ce qui doit être respecté, tu sais exactement. Après, c'est aux jeunes de devoir écouter, c'est aux jeunes de mettre en place des choses. Il y a tout l'aspect mental qui est aussi quand même énormément à apprendre. Mais en termes physiques, tout ce qui peut être un peu qu'on peut maîtriser, physique et technique, ça change la donne. Ah oui, ça change la donne. Oui. Donc mais bon, c'est un parcours d'une vie qui t'a permis de t'amener à tout ça, c'est toutes ces interrogations, c'est de la réflexion, mais en fait, c'est toujours donner du sens. Après, dans la carrière de formateur, c'est donner du sens. Et à chaque fois, j'embêtais, alors il m'appelait Mr. Y, après mes collègues, c'est chaque fois qu'on me donnait quelque chose, oui, mais pourquoi? C'est-à-dire, tant que le stagiaire, en tout cas, la personne n'était pas capable de m'expliquer pourquoi, si je dis c'est-à-dire que tu appliques quelque chose parce qu'on te l'a dit, mais le fondement, tu l'as pas. Donc, tant qu'on n'est pas capable de m'expliquer, moi, après, j'accepte tout. La seule chose, je veux dire, je suis OK avec toi, c'est adapté. Ou alors, je suis OK avec toi, mais c'est pas adapté à ce que tu veux. Mais il faut absolument que je sache pourquoi tu me dis ça. Et si tu es capable de l'expliquer, tu vas donc être capable de l'expliquer à ton joueur s'il te le demande, bah, il ne va pas se poser de questions. Si maintenant ton joueur dit mais pourquoi tu me fais faire ça et que tu dis bah, c'est parce que je l'ai appris, voilà, il n'y a pas de crédibilité. Voilà, ou ça. Donc c'est juste ça. On ne peut pas balancer des choses. Mais et toi, pourquoi du coup tu vois c'est un peu qu'est-ce qui t'anime à faire tout ça? C'est essayer d'aller dans la recherche pour un joueur en particulier, d'aller dans la recherche de la vérité, d'aller dans... c'est mon, on va dire les gens qui me connaissent, c'est mon trait de personnalité, donc très perfectionniste. Donc avec là, j'ai réussi non, je le suis toujours, mais je pense que le côté néfaste du perfectionniste, j'ai réussi à l'enlever. Parce que je pense il y a eu des séquelles sur des joueurs que j'ai eu, certainement, et pas que. Mais voilà, apprendre que être perfectionniste c'est bien, mais que ça a des limites. Comme tout, le je m'en foutiste, c'est pas bien. Mais des fois, dans certaines conditions, vaut mieux être je m'en foutiste avec un joueur à qui tu prends la tête, et finalement il va peut-être. Donc voilà, c'est plus ça avec, on va dire la vieillesse, j'aime pas, mais on va dire l'expérience, c'est mieux, comme le bon vin. C'est qu'on apprend de ses erreurs et qu'on va essayer de garder ce qui nous caractérise le mieux. Et puis le mettre en fait au service en enlevant, en gommant si possible tous les mauvais aspects de ce truc-là. Donc moi je peux pas ne pas tous les jours j'ai ResearchGate, c'est tennis, performance, force max. Je peux pas m'empêcher. J'ai un article tous les jours qui est dans le téléphone. Et là je le lis. Je dis est-ce qu'il a un intérêt? Il n'a pas d'intérêt. Hop, je le mets de côté. Il a un intérêt. En tout cas sur le résumé, il y a quelque chose qui m'intéresse. On va chercher, on va voir la discussion. Et là, après, c'est de l'arborescence. Ah tiens, pas mal, il a cité ce truc-là, on va le chercher. Mais voilà, c'est tous les jours, c'est comme ça. Et du coup, ce côté perfectionniste, quand tu suis un joueur, tu lui appliques pour que lui soit autant perfectionniste ou au moins essayer d'aller chercher des choses. Mais est-ce que tu l'appliques sur la technique, sur plus l'attitude, sur tout? C'est sur un ensemble. Mais c'est pour ça En fait, les gens qui viennent me chercher, souvent, on vient me chercher justement pour ce côté-là. Maintenant, si le joueur est comme ça ou la joueuse est comme ça, de par mon expérience, je suis aussi obligé de leur dire, je sais comment tu es, je le vis, ça peut attention, tu peux aller dans le mur. Non, mais si tu l'es trop, moi, je peux te donner au contraire une idée, c'est de dire, on va peut-être pas aller jusqu'au boutiste, on peut utiliser ce qu'on sait faire déjà comme ça, et on va l'améliorer de mieux en mieux. Mais si à chaque fois, tu te dis, ce que tu viens de faire là, on peut encore faire mieux, je sais par expérience que tu es dans le mur. Donc peut-être se contenter de ce qu'on a et de le faire mieux, l'optimiser, et puis prendre confiance dessus, plutôt que de changer radicalement quelque chose dans l'espoir de... Donc mon discours, il s'est bien édulcoré depuis... Depuis combien de temps? Je pense, une dizaine d'années. Sorti de ma tête, c'est ça, une bonne dizaine d'années. Ouais. Toi, là, actuellement, tu penses... Je sais pas si c'est... Mais tu penses quoi du niveau d'enseignement du tennis en France? Là, c'est la question piège à chaque fois. Je suis joker. Là, je ne vais pas dire joker. À chaque fois que je vais dans les ligues, je me retrouve confronté. Et alors, des gens acceptent de le dire, des cadres acceptent de le dire, d'autres ne le disent pas. Comment je sais? Je pense qu'on a régressé sur les contenus, notamment sur ce qu'on appelle maintenant DE,
qui correspond plus du tout. On forme des animateurs, super. Et c'est dit, honnêtement. Si on ferme des animateurs, des gars qui vont gérer des clubs, fidéliser, etc., on n'a plus de techniciens. Donc si on me dit, est-ce que tu penses que le DE d'aujourd'hui est le même niveau de technicien que le BE de la... Je dis non, déjà ce qu'on demande dans la formation n'est pas la même. C'est comme ça. Après, c'est peut-être une évolution logique, mais voilà. Alors quand on te dit, bah non, il faut attendre le DES pour commencer la biomécanique parce que c'est compliqué, je dis, bah oui, mais on l'avait dans le tronc commun du BE1 à l'époque. Donc, quelqu'un qui passait le BE1 à l'époque, il connaissait la physio, il connaissait l'anatomie, il connaissait la biomécanique, il avait tout ça. Maintenant, un DE, il peut ne pas avoir tout ça. Et on essaye de me dire qu'on va lui apprendre à travailler techniquement sans comprendre le corps. Donc, c'est compliqué. Mais après, c'est un parti pris, voilà, je pense qu'on a régressé. Sur ce côté-là. Après, je dis pas, animation de club, gestion, fidélisé, on doit certainement être très très bon. Et je sais que tu as travaillé avec quelques fédérations à l'étranger. Est-ce qu'il peut y avoir des différences? Est-ce que, par exemple, dans quelle fédération tu as pu travailler? Alors, quels endroits? Ça dépend de ce qu'on appelle travailler. Moi, j'ai été appelé par des fédérations pour consultant et pour de la formation des entraîneurs. Okay, donc ça a été dans le cas de mission. Après, travailler avec des fédés, j'ai eu avec le Maroc, où j'ai suivi 2 joueuses l'an dernier, ou en 2018, j'étais avec les juniors, mes garçons ce coup-ci. Donc ça, c'est du travail, parce que c'est du travail sur un an. Le reste, c'était systématiquement dans le cadre ou avec l'ITF, ou les fédérations, donc le Japon, la Russie, Corée. En fait, toutes ces fédérations-là m'ont appelé pour ce qu'on appelle des séminaires d'une semaine, ou de 3 fois 3 jours, pour former les coachs. Donc là, moi, ça m'a permis de voir le niveau de base de formation. Et là, on est surpris. Enfin, moi, j'ai toujours été surpris par l'envie de prendre, d'information. Et pour en discuter avec sur place, c'est parce que leur système est un système qui est principalement privatif. Donc, c'est des académies, des clubs privés. Et qu'il y a une notion de clientèle. Donc, clientèle dans l'entraînement, quand tu es compétent dans l'entraînement, tu fais progresser ton joueur, les parents vont venir chez toi. Donc, venir chercher de l'information de quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui est entre guillemets reconnu et officialisé comme, tout ce qu'ils peuvent prendre, ils prennent. France, c'est pas forcément le cas. On a un diplôme, c'est un permis de conduire, tu peux l'avoir jusqu'à 80, voilà, toute ta carrière, tu peux fonctionner de la même façon sur le terrain de tennis, sans te poser de questions, la clientèle vient, elle repart. Mais à l'extérieur, c'est pas pareil. Alors peut-être je me trompe, je t'avais déjà entendu parler d'une anecdote où tu étais parti dans un pays de l'Est, je crois. Peut-être la Biélorussie? Je sais plus, et au final que tu voyais que c'était vraiment différent la méthodologie d'approche, de voir les choses. Alors je pense que, si c'est pour comparer avec nous, non, peut-être que sur le podcast, c'était quand on m'a dit, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes choses? Quand ici on te dit en France, on va commencer plus tôt, un peu comme les pays de l'Est, parce que comme ça, on oublie que c'est pas la même culture, et que quand dans les pays de l'Est, un parent ou un enseignant se met sur le terrain avec un enfant, c'est pas pour le plaisir, voir s'il aime. Tu vas faire ça et tu vas aller le plus haut possible. Et ça passe pas par des mots doux, ça passe pas par il y a des attitudes que j'ai vues dans certains pays. Si on fait ça là, on te dit stop monsieur, c'est ça, on met une main courante sur vous. C'est comme ça. Donc arrêtons de dire il faut qu'on prenne le même. On n'a pas le même modèle culturel. Donc où on l'accepte et on se dit nous, on nous dit il faut prendre du temps. C'est que du plaisir, le travail, doit pas exister. On est d'un point de vue compétitif, je pense qu'on est à la rue, quoi. Les valeurs de travail, mettre en opposition le plaisir et les valeurs de travail, c'est le grand truc en ce moment. C'est-à-dire que si tu travailles pas, c'est que tu prends plaisir. Ou si tu travailles, tu prends pas plaisir. Maintenant, dans le travail, on doit découvrir le plaisir. Et le haut niveau, c'est que ça. C'est tous les jours dans le travail que tu fais, tu prends plaisir à Mais tant qu'on n'induque pas ça, et puis qu'on a des parents qui disent oulala, non, c'est trop exigeant, dans d'autres pays, l'exigence, si c'est comme ça et qu'il faut passer 2 heures à faire ça, tu vas faire 2 heures comme ça et puis c'est tout. En fait, ici j'ai l'impression que, alors peut-être je parle du paddle, mais je pense que c'est un peu pareil dans le tennis, mais il faut que ça soit ludique. Si c'est ludique, c'est bien. Et je pense qu'il n'y a aucun pianiste, aucun qui a appris en étant... il faut, au bout d'un moment, en jouant bien, c'est là où on prend du plaisir. Bien sûr. Donc c'est... Mais c'est le problème, c'est ça, c'est qu'on a confondu exigence, sévérité, travail. On peut être exigeant sans être sévère. Voilà. Et le ludique peut arriver. Enfin, moi, j'avais créé cette notion j'avais fait un article sur l'IMAG de la Fédé, c'est jouer à apprendre.
On peut faire de la répétition à partir du moment où il y a par exemple, le truc Prendre tout du bête, plaisir à basique, faire des gammes. un travail au panier avec un enfant qui doit viser quelque chose de précis dans l'intention de mettre en place certaines choses tactiques et techniques. Bah, s'il réussit, qui met un point, s'il ne réussit pas, c'est le coach qui met un point, et le premier à 10, et puis celui qui a perdu fait des points. Moi, j'ai eu des gamins qui souriaient parce que c'est moi qui les faisais. Mais on met un enjeu sur un travail. Et le plaisir, il est là parce qu'il y a la réussite, je dois réussir, sinon. Mais on a l'impression que si on fait ça, on voit un panier, un joueur en face, ah bah c'est pas du plaisir, c'est pas ludique. Bah, oui, prendre une guitare et faire des gammes, Pendant 3 heures, 4 heures. on peut dire c'est pas ludique. Oui, sauf que la sensation qu'on a et quand on va le passer de plus en plus vite, la joie elle est là. Mais je pense que de toute façon c'est un débat où on a les extrêmes d'un côté, les extrêmes de l'autre. On va dire toi t'es extrême là, non, on a besoin de ça pour arriver là. Donc et avec l'ITF c'était sympa parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes en fait qui fonctionnent. Des cultures différentes. Oui, mais on s'aperçoit que c'est toujours pareil. Quand il dit bah, les débats, oui, on appelait ça la formation par le jeu, et tout le monde te dit, mais attends, quand tu as été sur de la formation de haut niveau de jeunes, tu sais bien qu'à un moment donné, ouvrir, faire que du jeu, et à un moment donné, il y a des limites que tu es bien obligé de resserrer pour travailler des choses, pour réouvrir. C'est sans arrêt. Mais les autres, ils disent, ah putain, ils te voient faire une séance qui a un travail précis, ah, tu vois, lui, c'est que des situations fermées. Mais il ne te voit pas les 4 autres jours de la semaine, ce que tu as fait. Donc, tu es catalogué comme, il fait bosser que ça, c'est un technicien, à l'autre, ouais, non, c'est un tacticien, il fait que des points. Les gars, c'est un joueur, il fait tout, quoi. Tout. Voilà. Et tu penses qu'un jeune, à quel âge il doit commencer un peu à se dire j'ai envie de m'entraîner sérieusement? Alors, tu as des gamins qui vont l'avoir très tôt. Parce que on parle du tennis, une famille de tennisman, baignés dedans. Ils ont envie. Ça prend une balle, ça tape contre le mur dans la chambre. Les parents te disent, mais j'en ai marre, ils tapent avec une balle en mousse. Tu sais que celui-là, ça va être compliqué de dire, on va passer à autre chose. Puis tu en as d'autres, on se pose la question, est-ce qu'ils y sont parce que les parents les ont posés, puis que finalement ils deviennent bons, donc parce qu'ils sont bons, ils sont dans le système, ils sont bien dans ce système-là, mais est-ce que c'est intrinsèque ou pas? Et ça, souvent, on le voit après 12-13 ans, quand ça commence à devenir difficile, ou des fuites, on s'aperçoit de première des peurs, des anxiétés, etc. Et puis, il y a ceux qui font leur petit bonhomme de chemin, qui ne sont pas du tout là dans le premier wagon, et qui explosent après, parce qu'en fait, ça vient d'eux. Et ils ont eu leur truc, mais ils ont fait aussi d'autres choses à côté. Je pense qu'il n'y a pas une direction. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, ça c'est clair. Quand on fait des stats, on dit si t'as pas été top 20 ITF junior, c'est compliqué de te retrouver là-bas. Mais ça ne veut pas dire que si tu y as été, tu y es. Mais il y aura toujours des exceptions. Mais est-ce que tu crois que ça c'est au coach de transmettre cette envie un peu d'aller dans le haut niveau et de faire quelque chose, ou au final ça doit venir du joueur? C'est le joueur, c'est les parents. Alors, c'est pour ça, en tant que coach, c'est compliqué. C'est quand on a un projet familial d'un père ou d'une famille avec un enfant qui sont là et qui mettent le paquet. Est-ce que l'enfant, il est partie prenante de lui-même? Est-ce qu'il subit ça? Mais on ne peut pas le savoir. Bon, on peut avoir des comportements sur le terrain où on dit, oula, finalement, quand il est seul, qu'il n'y a personne, il a bien... On peut avoir mais c'est toujours très compliqué. Donc, et c'est comme c'est maintenant de plus en plus des projets familiaux qui amènent vers le haut niveau. Faut pas se leurrer. Il faut vraiment qu'il y ait une famille derrière. Non, c'est dur, un budget. Mais c'est énorme. Il faut être franc. Des parents, même s'il a fait. Alors, il y en a qui heureusement la Fédé est heureusement là pour ça. On parle par des pôles France, des personnes qui n'ont pas forcément des financements, qui n'ont pas de médecine. Si les enfants ne passent pas par ces pôles-là, ils ne pourront jamais accéder au niveau. D'autres qui ont la possibilité d'être financés et qui ne sont pas forcément dans les meilleurs, justement, peuvent se dire, on a le temps, on va essayer de se tourner vers des structures, prendre notre temps, et là, voilà, on peut y aller. Mais il ne faut pas se leurrer, le tennis, pour arriver au niveau, ça coûte cher. Par contre, ce que j'ai toujours dit, moi, mes joueurs et les parents, quand je les avais très tôt, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si jamais il n'y a pas de blessures qui sont toujours dans le tennis, je peux pratiquement vous signer que lorsqu'ils auront leur bac, ils auront un niveau de jeu qui leur permettront de se poser la question, est-ce que j'ai envie d'aller aux États-Unis? Et ce niveau-là me permettrait certainement d'avoir une bourse. Est-ce que j'ai envie de tenter une année que du tennis pour voir si je peux passer un cap? Mais à ce moment-là, ils auront un choix. Leur dire à 7 ans, moi je vous signe qu'ils seront à haut niveau, je dis c'est un mensonge complet. Après, ça amène un parcours de vie aussi. Enfin, moi, il y en a beaucoup où j'entends ou qui me disent à quoi ça sert même faire le parcours et de mettre autant d'argent pour être 1500e mondial. Mais à la fois, ça amène un parcours de vie.
C'est énorme. Une exigence au quotidien, c'est être sportif de haut niveau, c'est savoir parler anglais, c'est voyager à travers le monde, c'est rencontrer des cultures, c'est... Il y a des choses que je pense, des jeunes par exemple qui sont à l'académie ici vont faire, qu'il y en a, ils n'ont jamais connu de leur vie. Mais jamais. En fait, c'est un process, et souvent, on s'aperçoit que on a un collège toujours qui a classe à emménager chez nous, et ils se sont aperçus que les sports individuels, le tennis, les nageurs, je sais plus quel, sont vachement plus autonomes dans leur travail et pouvoir de concentration que les sports co. C'est-à-dire quand ils avaient 40 minutes de et 40 minutes, c'est ça. Sport co, ça papillonne. Donc, ça veut dire qu'après, dans le marché du travail, c'est des profils, et c'est pour ça qu'il y a souvent des sportifs de haut niveau individuel qui sont récupérés. Ils ont une capacité, une autonomie, une capacité de concentration et d'aller sur des objectifs qui sont clairs. Et ça a été toute leur approche. Donc, j'ai une maman avec qui j'avais discuté, alors qui a 2 enfants au niveau 1, le garçon à très haut niveau, la fille qui est le meilleur niveau français de sa catégorie, on espère qu'il y va, et je lui avais dit, tu sais, statistiquement, c'est ta fille, si elle ne se blesse pas, qui a plus de chances, par rapport à la densité, d'arriver là-dessus. Bon, son gamin maintenant est top 50, elle me dit, mais je n'oublie pas la discussion qu'on a eue quand tu les as eues au départ, et surtout quand tu as eu le garçon, où toi, tu m'avais dit, c'est une école de la vie, ils vont apprendre à être autonomes, et puis il me dit, il est bilingue, il a vu des pays que quelqu'un de son âge n'aura jamais vu, côtoyer des gens et nous, c'est ça. Jamais alors, côtoyer. Les parents étaient sportifs déjà, mais on savait qu'on allait c'est un apprentissage. On verra où ça nous mène. Mais à la fin, quand on fera le bilan, tout ce qu'on a fait, c'est pris, et c'est des expériences qui sont, qui n'ont pas de prix. Qui n'ont pas de prix. C'est ce que je dis. On forme d'abord des individus, et après, si ça arrive, c'est le Graal. Mais s'ils n'y arrivent pas là-haut, ils ont de toute façon développé des compétences par rapport à leurs collègues de l'âge qui sont assez énormes. Colossal, oui, c'est sûr. J'aimerais qu'on parle. Là, tu as un nouveau rôle. Tu es arrivé depuis avril ici à la All-in Academy. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la All-in et ce rôle que tu as ici? Alors, la All-in, là, je pense c'est magnifique comme cadre. On voit derrière, non, mais c'est une structure. Donc, alors ici, c'est le All-in Country Club. Donc, Country Club avec 3, je crois que c'est sur 3 hectares 5. Je regarde quand même parce que c'est important de donner 3 hectares et demi de surface, 18 courts de tennis. On en avait donc 8 intérieurs, on en a plus que 6 parce que le paddle a pris telle importance que on a mis 4 pistes de paddle supplémentaires. Donc on a un projet aussi de pouvoir avoir 2 cours extérieurs après terre battue, mais qui seront aussi couverts, donc on aura la même chose. On a une salle de fitness de 800 mètres carrés en haut, un espace bien-être avec spa, on a un magasin, en fait il y a le restaurant, enfin donc voilà, t'as pu, je te ferai visiter un petit peu, mais c'est une structure où à l'intérieur donc de ce country, on a ce qu'on appelle la All-in Academy, donc l'aspect vraiment compétitif, donc c'est le bâtiment, là-bas c'est le bâtiment où il y a l'internat. Ok. Voilà, donc on a les chambres, on a le réfectoire, les salles de cours, puisque donc les académiciens qui sont en scolarité ici ont leur salle de cours sur place. Donc c'est un complexe qui est magnifique, et puis avec des projets, donc on a des joueurs qui sont circuits haut niveau, on a des académiciens, ce qu'on appelle des académiciens qui sont entre l'âge de 13 et 17 ans. Collège-lycée. Collège-lycée. Et qui ont certains objectifs d'aller le plus haut possible dans le classement. D'autres, c'est clair, qui disent nous, nos objectifs, c'est l'université, donc on est là pour ça aussi. Mais là, pareil, voilà, c'était l'objectif, c'était de structurer un petit peu les contenus de ça, entre le tennis, le physique, et de faire en sorte que tous ces jeunes hommes-là soient, des belles personnes, je dis bien des belles personnes, et deviennent en plus des bons tennisman. Mais à la base, c'est que ça soit des belles personnes. Là, toi, ton rôle, c'est un coach, plus certains profils, ou alors, tu passes sur tout le monde. Alors, on a ici ce qu'on appelle, on est référent de joueurs. Okay. Donc, Simon Blanc, qui est le head coach, la All-in, m'a demandé si je pouvais prendre en charge la structuration des académiciens. Donc, on se retrouve, je suis donc dessus. J'ai Tom Blanchet et Jorge Romain, on est 3 en fait, où on gère vraiment on a 8 ce qu'on appelle académiciens, donc ces fameuses tranches de ça. On a après ce qu'on appelle des espoirs, on a aussi des joueurs de haut niveau et qui ont chacun des référents. Donc moi, je suis vraiment sur l'harmonisation des contenus sur cela. Okay. Et après, j'interviens aussi sur, on a un Arménien, Mika, qui est ici, que j'ai connu quand il y avait 10 ans d'Arménie. Donc finalement, au bout d'un moment, que j'ai fait venir ici. J'ai une joueuse suisse aussi qui vient, et donc je suis référent quand elle est là sur ces semaines d'entraînement. Donc je suis amené à être sur autre chose.
Et après, de par ma fonction, je suis amené sur des joueurs de haut niveau qui sont là, de me dire voilà, on a un souci sur le service, ou le coach me dit est-ce que tu peux regarder en consultant. Voilà, donc on utilise les compétences de chacun. Donc super, y a pire qu'un endroit de travail. C'est extraordinaire. Il y a de la compétence à tous les étages. C'est ce qui. Quand en avril, Simon m'a demandé, parce qu'il cherchait un coach, et il m'a demandé, je n'ai pas mis longtemps à réfléchir, parce que, bon, moi, c'est vrai que ça faisait plus de 10 ans de déplacement, de voyage, mais surtout le projet. Là, les coachs, je les connaissais tous, les anciens comme les plus jeunes. Non, c'est vrai que c'est impressionnant, l'infrastructure, même le projet. Ouais. Sur la partie de la fin un peu de cette interview, j'aimerais te poser quelques questions. Il n'y a pas trop d'ordre, mais c'est plus toi avoir ton ressenti. Est-ce que toi, tu as encore des inspirations dans le monde du tennis? Ou même dans le monde du sport? Si tu avais eu une personne où tu admires son parcours, ou alors tu t'inspires parce que de sa manière d'entraîner, est-ce que tu en as une, plusieurs? D'inspiration, je dirais non, parce que je cherche un petit peu tout, donc j'essaye. J'ai pas de modèle, mais par contre, j'estime que être ici, c'est pareil, c'est chercher tous les jours qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour la structure d'académicien. Et moi, dans mon boulot, me dire comment je peux être meilleur. Comment je peux être meilleur? Alors pendant 10 ans, en tant que conférencier, c'est vrai que j'avais que ça à faire, j'allais chercher. Là maintenant, entre la pratique du terrain plus le temps qui me reste c'est beaucoup plus chargé, mais c'est se dire voilà, est-ce qu'à un moment donné, oui, j'arrêterai pas de rechercher s'il y a quelque chose, je pense, qui peut amener du mieux ici, quoi. Mais est-ce qu'il y a dans le monde du tennis, par exemple, un coach qui t'impressionne de par ce qu'il a fait? Par exemple, tu parlais de Gilles Servara. Ouais, voilà. Gilles, par son ouverture. Je pense qu'il y en a certainement beaucoup. J'ai pu rencontrer sur le circuit des Français que personne ne connaît, mais comme ils l'ont dit, nous, notre niveau, si on l'est sur le haut niveau, il fallait qu'on parte à l'étranger. Parce que malheureusement en France, c'est où tu as eu ce classement-là et ça te permet éventuellement d'entraîner dans les ligues les meilleurs. Mais sinon, on te fait comprendre que si tu n'as pas été, tu ne toucheras jamais au niveau. Donc ceux-là, ils ont dit, nous, on adore ça, on a envie, on est parti. Et puis voilà, mais Gilles, c'est c'est voilà, une très belle personne. C'est encore une fois très bien. Mais qui au final, je sais qu'il a performé même lui en tant que joueur sur le tard, qui se pose énormément de questions. Ouais. Mais il fait appel et non. Alors après, il fait appel et il a cette intelligence de traiter, c'est-à-dire que faire appel à quelqu'un de chercher, lui après il dit est-ce que ça m'enrichit? Est-ce que c'est applicable à mon joueur? Est-ce que mon joueur est d'accord? Mais il a cette richesse d'ouvrir. C'est vraiment bien. Il doit y en avoir certainement d'autres que malheureusement je connais, je peux pas citer, mais ouais, lui il est bien. Est-ce que toi, donc, quand tu regardes un match de tennis, est-ce qu'il y a une chose que tu vas regarder en premier? Ou c'est un ensemble, c'est un contexte, je regarde très difficilement un match en entier. Okay. Même pour aller, j'ai eu la chance en 2023 de pouvoir aller sur les grands chelems, d'accéder au. J'ai du mal à m'asseoir et regarder un match en entier. Voilà. Donc c'est vrai que le canapé et la télé c'est pas mal aussi. Par le fait. C'est long. C'est long. C'est long et puis je suis plus dans l'émotion du gamin qui est voilà. Donc même si c'est un joueur que tu entraînes. Ah, ça c'est pas pareil. Quand tu es gens qui entraînent, tu suis son match, donc du début jusqu'à la fin, c'est pas pareil là. Mais je dis, allez voir un match de haut niveau, tu vas voir un Alcaraz qui joue contre un tel. J'y vais pour prendre des vidéos et pour pour confirmer certaines choses. Voilà, notamment sur le service. J'ai des plans, j'essaie de me placer et je vois un jeu, je vois deux jeux, Ça te suffit. Après, ça me suffit. Voilà. Tu as eu les informations que tu voulais. J'ai eu beaucoup plus de plaisir à aller voir les entraînements des joueurs, notamment à Wimbledon, on était sur la même ère, les juniors comme les seniors sont sur la même ère. Et là, tu te dis, putain, t'en prends. Ça te confirme certaines choses. Et puis, ça montre la minutie, le détail. Tu dis, c'est OK, ça, c'est du haut niveau. C'est vraiment ça pour toi, qui fait la différence entre. Est-ce que c'est la connaissance, mais liée à être hyper précis, à être un peu d'une rigueur, d'une exigence,
Parce que tu ne laisses rien au hasard. C'est-à-dire que même dans l'échauffement, tu peux avoir le même échauffement du joueur d'un jour sur l'autre, c'est la même routine. Après, c'est aussi un aspect psychologique de mise en action avant. Mais tu sens que c'est pas fait jambes en l'air en parlant avec les autres. Il y a une concentration sur ce qu'ils font. Le placement d'un appui, il est important. Et même sur le terrain, quand Djoko travaillait son retour, on savait exactement ce qu'il voulait mettre en place. Et c'était pas une fois, 2 fois, 3 fois. Swiatek travaillait son coup droit avec l'autre qui lui envoyait la balle, son coach, tranquillement. Et c'était répété. Donc, c'est des gens, tu dis, mais attends, ils ont pas besoin de ça. Ça laisse pas la place au hasard. Ça ne laisse pas. C'est un objectif, on le fait. Et tant qu'on le maîtrise, on continue. Donc, on en prend une bonne quand on les regarde, quoi. Mais ça donne envie de repartir à l'entraînement, à se former, à repartir au moins dedans. Si j'avais 2 dernières questions, elle est compliquée. Mais est-ce que un académicien, ça fait 1 an que tu le coaches, moi je pourrais reconnaître que c'est un joueur à toi sur certaines choses, parce que je sais, sur des déplacements, sur une fréquence, sur une préparation, ou non. Je pense que si le travail est bien fait, tu reconnaîtras certaines postures, surtout dans des moments un petit peu de déplacement très rapide, éloigné. Il y a des choses parce qu'en arrivant là, ce que je dis avec les académiciens, 9 fois sur 10 à tous les niveaux, à part le très très haut niveau, les fautes se font toujours de la même façon, par un manque de posture. Donc, en travaillant sur la posture, on améliore quelque chose. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il y a un trait de caractéristique sur certains types de placements et de frappes en bout de course, où là, oui. Et pour finir, la data science, data analyse prend de plus en plus dans tout le sport, que ce soit dans le foot, que ce soit dans le tennis, dans le rugby. L'analyse vidéo, même les data science qui font un peu des algorithmes et tout ça, prennent de plus en plus de place. Quel est ton avis dans le tennis? Est-ce que pour toi, ça a un intérêt? Alors, je ne vais pas dire non. Oui, c'est un intérêt, seulement si elle est bien utilisée. Si elle est utilisée, ce qui veut dire que je dois avoir l'information, mais en même temps que je vois le match. C'est-à-dire que si on m'envoie des informations, en disant voilà les stats de ton joueur, si j'ai pas vu le match, elle me sert pratiquement à rien. Encore une fois, le tennis c'est situationnel. Donc, te dire ton joueur, il a fait 25% de fautes directes en coup droit, d'où elle venait la balle? Est-ce que c'était des erreurs qui étaient techniques ou des erreurs de décision où ils ne doivent pas faire ça parce que la balle qui arrivait, ils ne la maîtrisent pas? Donc, c'est toujours pareil. Quand on voit il a fait 80% de première balle. Ouais, mais il a gagné que 30% de points dessus. Donc, c'est une première, deuxième. Donc, la data brute, elle ne me sert à rien. Par contre, voir le match, prendre des notes et justement après mettre les stats que j'ai en concordance avec ce que j'ai vu pour le débriefing, voilà, ça c'est intéressant. Parce qu'il y a une trace. Et tu peux parler avec ton joueur en disant on a travaillé là-dessus. N'oublie pas qu'on voulait que tu joues à 1 mètre de ta ligne. Regarde au bout d'un moment dans le match. Alors c'est ce qui se passe en ce moment parce qu'ils peuvent avoir directement les datas. Ouais, sûr. Et voilà, quand on t'a dit ta stratégie c'est d'être proche de ta ligne et qu'au bout de 4e jeu, tu es déjà à 1,50 m derrière et t'étonnes pas, tu viens de perdre les 2 jeux qui se passent, tu n'es plus dans ce qu'on a donné. Donc mais voilà, c'est de l'interaction, mais pas du brut. C'est là qui fait la différence aussi entre un bon coach et pas. C'est la personne qui va savoir l'analyser, qui va savoir exactement savoir quoi en retirer, Mais par exemple, sur les zones de service, je sais, Fabrice Barraud, on s'était rencontrés, hein, c'est fou, au Kenya à l'époque où il n'était pas connu, mais te dire simplement, tel joueur, tu sais qu'il a 9 chances sur 10, quand il a une balle de break contre lui, de servir ça en première balle. Quand tu es le retourneur, tu sais que tu as 9 chances sur 10. Donc tu te dis, après l'autre il peut dire, putain, peut-être qu'il est au courant en 2 et tant ça, mais on sait que sur des moments importants, on préfère faire ce qu'on maîtrise. Donc quelque part, on arrive sur le terrain, pas perdu. On se dit, bon, lui, sa zone favorite, il est sur le T. Dès qu'il commence le jeu, 9 fois sur 10, c'est le T. Je m'y attends. Peut-être qu'il va feinter. Mais déjà, je sais. Il sait que quand il fait ça, le deuxième coup de raquette, il est toujours de l'autre côté. Déjà, tu vois les choses autrement, quoi. Mais je vois que maintenant, quasiment en Première Ligue, en Ligue 1, au foot, ils ont tous des data scientists. J'ai pas l'impression qu'il y en a, mais qu'il y en ait énormément dans le tennis. Il y en a, ça commence à arriver. Tu penses que sur ça va grosses prendre... écuries. Ouais, voilà. En fait, c'est l'aspect financier. Le Hawkeye, donc sur des joueurs au Grand Chelem, on est capable maintenant de voir les accélérations, type de déplacement.
de pouvoir quantifier ce qu'on appelle des loads, des charges sur un match. Donc, nombre de sprints, nombre de décélérations, et pouvoir dire à un joueur, quand tu es sur une semaine de Grand Chelem, il va falloir que tu sois prêt à faire ça. Donc, en amont, pour le prépa physique, dire, putain, j'ai intérêt à préparer mon joueur à pouvoir faire ça. Donc là, on en est là, on sait maintenant. Avant, on disait, il a joué 5 minutes par heure, ça veut rien dire. Là, on sait les accélérations. Donc là, maintenant, avec le Hawkeye, c'est possible de faire ça. Mais ça, c'est les grosses écuries qui vont avoir accès à ces datas-là et de travailler dessus. Mais ça m'a toujours fait penser, est-ce que un joueur de challenger, pour passer un cap, est-ce que ça serait pas cet investissement qui peut au final se dire, mais peut-être que je vais maîtriser un peu plus de choses, même si c'est 3%. Mais tu viens de parler d'investissement, c'est-à-dire qu'on en est maintenant dans le tennis, ça coûte tellement cher. Les gens ont du mal de se dire, oui, c'est pas je place mon argent, c'est un investissement. Autrement dit, c'est comme si j'hypothèque ma maison, c'est pas tu l'hypothèques parce que tu vas la récupérer et que tu vas gagner, c'est tu l'hypothèques, tu peux la perdre. Et le tennis est là, donc il y a ceux qui peuvent franchir ce pas-là. Mais à la fois, tu peux. Oui, mais c'est ce qu'on appelle avoir quelque chose d'autre. L'investissement. Mais et là, il y a des risques. Je pense que c'est très compliqué. Donc quand il y a un mécène derrière qui est là et qui dit, OK, nous on te donne ce dont tu as besoin et puis tant pis si c'est jouable. Et là, on peut aller sur ces solutions-là, essayer de monter une team au-dessus. Mais quand c'est le joueur seul, financé juste par ses parents, c'est très dur. Je pense qu'ils sont au-delà de ça, quoi. Donc, par contre, avec maintenant on a des sites où on peut aller voir les matchs en challenger. Tu peux le joueur que tu vas jouer le lendemain, tu peux retrouver ses matchs. C'est stats peut-être, mais tu peux commencer. Oui, puis légère. sa façon de jouer. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Comment? Il agresse systématiquement là. Donc, on peut déjà en amont avoir des plans. Ce qui avant, ça n'existait pas. Il y a Santoro qui faisait ses feuilles de papier, qui était un précurseur là-dedans. C'est des fiches sur chaque joueur, mais c'est ça. On en est là. Merci beaucoup Cyril pour cette interview. C'était très intéressant pour moi. J'espère que ça va vous plaire. Je te souhaite une bonne continuation au niveau de la all-in. Normalement, ça devrait bien se passer. Ça va très bien se passer. Il n'y a aucun problème. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite au niveau tennistique? D'avoir encore des équipes comme ça, une équipe de coach qui soit toujours au top comme on est, et puis au fur et à mesure des nouveaux élèves qui viennent parce qu'ils sont passionnés et puis qui se mettent dans notre façon de fonctionner, quoi. Parfait. Merci beaucoup. Je t'en prie.